monsieur. Une carte. Alors, ton pays, tu t'assieds dessus. Mon pays. C'est qui c'est mon pays? C'est moi et ma famille. D'accord, mais ton pays, c'est aussi Bertha. Les propriétaires terriens et le gouverneur. Gunther Essa et ses sauterelles. Tu sais, la révolution, c'est pas une plaisanterie. La révolution, c'est pas à toi, nom de Dieu, à me parler de révolution. Je sais très bien comment ça éclate, c'est des gens qui savent lire dans les livres, qui vont voir ceux qui savent pas lire dans les livres, les bons gens, quoi. Et puis ces types-là leur disent, ah, le moment est venu de changer tout ça. Si, merde. Je sais très bien de quoi je parle, c'est putain de révolution, j'ai grandi dedans. Tu comprends, ceux qui savent lire dans les livres vont voir ceux qui ne savent pas lire dans les livres, les pauvres, ils disent ici, ils font du changement, et les pauvres font le changement. Après ça, les plus malins de ceux qui savent lire s'assoient autour d'une table et ils parlent, et ils mangent, et ils mangent, et ils parlent, et ils parlent, et ils mangent. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font, les pauvres pauvres? Ils sont morts. C'est ça, ta révolution. Chut. S'il te plaît. Ne parle plus de révolution. Alors, contrairement à ce que dit Rod Steiger, on va vous parler de révolution en direct du cinéma Club Ciné de Canet, qui est notre nouveau bar à nous. On a changé d'atmosphère. Alors, on signale le commissaire camarade politique Quaretti, le vénérable maître Michel Cadet, le jeune révolutionnaire Sébastien Navarro, et on a aussi un public de vieux chinois, Thierry Crier, et le Guadeloupéen, voyez, puisqu'il est noir, le bon Philippe Meunier. Donc on s'est dit, pendant ces fêtes, faut quand même continuer de vous instruire, ça vous fera pas de mal, bande de cons. Alors, dans ces temps difficiles de Covid, où on nous parle d'une troisième vague sans planche de surf, on s'était dit, mais que répondre à la dictature du maire de Prades? Eh bien, on a sorti un vieux mot, comme je disais pas un gros mot, le mot révolution, et ça tombait bien, puisque en peu de temps sont sortis 3 livres écrits par des potes, enfin en partie pour Jérôme, puisque il est donc sur la révolution. Donc dans l'ordre de révolution, chapeau et bonnet révolutionnaire en Roussillon par un certain Michel Cadet, donc il est juste là, regardez-le. Sur la Révolution française, la Commune de 1871, une relecture. Alors, c'est comme Proust, pour le relire, faudrait peut-être déjà l'avoir lu. Avec Jérôme Quaretti que vous avez là, mais en partie puisque c'est un ouvrage collectif. Une partouze d'historien, autant dire. PS Sud sur les Gilets jaunes avec Sébastien Navarro, qui est un roman documentaire, si on osera dire. Donc, à partir de là, messieurs, on va commencer par une présentation rapide de chaque livre pour pouvoir rebondir entre soi sur ces 3 mouvements révolutionnaires. Alors, Michel, ton bouquin, La Révolution, ce n'est pas un dîner de gala, même en Roussillon. Raconte-nous. Il faut que ça se discute. Bon, c'est un bouquin qui répond à des historiens précédents un peu. C'est un bouquin un peu polémique, qui disait en gros que la révolution ici, ça n'avait pas eu lieu en quelque sorte, et que ça avait été importé de Paris pratiquement, et que de toute façon, les Catalans n'y avaient pas adhéré. Alors c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, il y a des Catalans qui n'ont pas adhéré à Saint-Laurent-de-Cerdan, quoique au début on y a adhéré, mais ça n'a pas duré longtemps. Et par contre, il y a d'autres endroits comme la vallée de la Glie où on y a adhéré très fortement. Et puis l'autre idée, c'est que c'est essentiellement une révolution bourgeoise. Alors ça, c'est du marxisme un peu dépassé. C'est une révolution avec des connexions. Effectivement, c'est la bourgeoisie qui dirige un peu le truc, mais quand les... Voilà, autrefois on disait les masses, mais disons quand les paysans sont pas là, ou que les artisans sont pas là, puisqu'à l'époque c'est des artisans et des paysans, le peuple,
ben ça marche beaucoup moins bien, voire ça ne marche pas. Voilà. Et l'autre idée là-dedans, c'est que le gouvernement révolutionnaire, alors celui des grands jacobins, etc., comme il y avait une toute petite tentative de démocratie, c'était une démocratie représentative où tout le monde ne votait pas, etc. Mais enfin, les gens se mettaient à apprendre à voter, et là, on a tout arrêté, on est revenu au prétexte de la Révolution, de défendre la Révolution, ce qui était sans doute juste, mais ce qui n'était pas efficace. On est revenu au gouvernement vertical, hein, Paris décide, les autres obéissent, pour simplifier beaucoup. Jérôme Coaretti, la commune, c'est quoi? Bon, là, c'est la commune de Canet, mais au-delà, la commune avec un grand C, m'a-t-il rappelé? Alors, d'abord, je n'ai écrit qu'un chapitre de ce livre. On te parle quand même, tu ne seras pas battu. Où j'ai la chance donc de collaborer avec les plus grands historiens de cette période. Est-ce qu'il y a Nicolas Lebourg? Mais je ne crois pas que mon cher Nicolas ait travaillé là-dessus. Je ne parle pas. Non, parce que tu dis grand historien, moi. Ah, en taille, mais sans doute aussi au niveau de son œuvre. Bon, si je peux en placer une, donc en fait, je me suis toujours intéressé sur ce moment qui est un moment de rupture au début de la Troisième République, et un moment où toutes les forces politiques pouvaient prétendre à s'imposer. Un moment où il y avait encore un parti proche de l'empereur qui venait d'être déchu, Napoléon III. Nous sommes en 1870, on fête le 150e anniversaire là, de la Troisième République qui a débuté le 4 septembre, et donc de la Commune qui, en 2021, donc, fêtera ses 150 ans, et qui a eu lieu en 1871. Et donc à ce moment-là, il y avait donc les partisans de Napoléon III qui pouvaient prétendre peut-être revenir, surtout des royalistes qui étaient très forts au niveau de leur branche traditionnaliste. Il y avait une branche un petit peu plus soft, on va dire, qu'on appelait les orléanistes. Et puis il y avait les républicains de toute tendance. Et tout ça dans un contexte exceptionnel, puisque en 1870, au mois de juillet, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse, qui va devenir ensuite l'Empire allemand, sur les ruines, enfin, suite à la défaite française dans la guerre franco-prussienne de 1870-1860. Et si on n'avait pas lâché la forteresse de Metz, on aurait pu continuer la guerre. Mais passons. Trahison. Dans ce contexte que s'impose la République, puisque personne ne veut prendre le pouvoir, un peu malgré elle, le 4 septembre 1870. Et ce qui est rigolo, c'est de voir qu'aujourd'hui, on peut se promener dans les rues de Perpignan, on va retrouver des traces des grands hommes de la Révolution française dont vient de parler Michel. Et on va trouver aussi de nombreuses traces des acteurs de cette période, ou tout simplement des dates. J'ai évoqué le 4 septembre 1870, et il y a une rue à Perpignan du 4 septembre. Si vous allez vers la gare, vous avez une rue Pierre-Lefranc. Pierre-Lefranc, il a été peu de temps le préfet des Pyrénées-Orientales en septembre 1870, mais il a surtout été l'un des grands artisans de la République à partir de la Seconde République en 1848 et jusqu'au milieu des années 1870 dans notre département. Et bien sûr, il était en rapport avec d'autres noms de rues aujourd'hui dont on ne sait pas à quel personnage elle se rapportait. Je pense notamment à Lazare Escarguel, qui était le maire de Perpignan. Il y a un cours, Lazare Escarguel. Oui, voilà. Et puis cours, c'est pas son prénom. Voilà. Et surtout, il y a eu la famille Arago. Il y a un pont Arago pour arriver au cours Escarguel, d'ailleurs, c'est le hasard. Et puis, il y a cette grande poste qu'on appelle la poste Arago, la grande poste de Perpignan. Et beaucoup doivent penser que c'est en hommage à François. Et non, en hommage au collège, non, au lycée. À Étienne, son frère, voilà. Pareil à Ho Chi Minh Ville. Qui fut, je savais pas, Ho Chi Minh Ville, mais qui fut en son temps ministre des Postes en 1848 et qui est à l'origine du timbre-poste moderne. Donc il y a... Français. Il y a donc tout un mouvement républicain, héritier de la Révolution française, qui se développe autour de la famille Arago dans les années 1840, pour aller vite, et qui va
arriver sur le devant de la scène en 1870-1871. Il va y avoir, pour reprendre le terme de Victor Hugo, une année terrible dans les Pyrénées-Orientales, entre le 4 septembre 1870 et le 4 septembre 1871. Il va y avoir un certain nombre d'agitations, dont l'un des moments les plus importants, pas le plus sanglant, mais l'un des moments les plus importants, et sera les différentes tentatives de proclamation de communes révolutionnaires, c'est-à-dire de pouvoirs qui veulent s'attaquer, je suis obligé de résumer... oui, comme des soviets, tu veux dire? Non, qui veulent un peu s'attaquer au pouvoir de l'argent, qui veulent un peu plus de justice sociale, mais avant tout, ce qu'ils veulent, c'est la possibilité, ça peut nous paraître évident pour nous aujourd'hui, mais à l'époque, ça ne l'était pas du tout, de pouvoir élire leur maire et de pouvoir gérer un certain nombre de choses, dont notamment à l'échelle d'une municipalité, donc qu'ils appelaient la commune, l'instruction, éventuellement les rapports avec l'Église, etc. Je ne vais pas plus loin parce que... Oui, voilà, de toute façon, on y reviendra. Voilà. Le tout, c'était de présenter l'époque et le sujet. Alors, toi, a priori, tu n'étais pas historien il y a peu. Tu écrivais dans la revue CQFD, Flic Flac, voire même l'Archipel contre-attaque, c'est dire jusqu'où ça peut aller. Et tu as pondu 2 livres, enfin pondu, c'est une manière de le dire, puisque tu l'as fait avec tes mains. Et étonnamment, les 2 sont liés à l'histoire. Alors, une ancienne, le maquis de Valmagna, et la vie de Pancho Villa face aux Allemands. Et le deuxième, PH Sud, sur les Gilets jaunes. Alors, comment tu as écrit sur les Gilets jaunes? Est-ce que c'est pas trop frais? Le cadavre est pas trop frais pour le découper? Alors déjà, je ne pense pas qu'il soit question de cadavre, puisqu'il y a toujours, de manière assez active, quoique résiduelle, le mouvement continue. Il suffit de voir un peu les... Je me lève un peu? Non, plus fort surtout. Ah, plus fort, pardon. Voilà, donc, après ce bouquin, juste pour tracer quelques contours, le premier élan qui fait le livre, c'est la volonté de témoigner, de raconter en fait ce que je vis au jour le jour, donc au PHU de Perpignan, sachant qu'on part d'une période de... Donc la période que je raconte, elle s'étale de décembre à février, donc décembre 2018 à février 2019. Et là, quand je mets les pieds donc, au rond-point, c'est suite à 15 jours de très grande distance par rapport à ce mouvement que je considère comme une espèce de résurgence poujadiste. C'est comme ça qu'on nous l'a vendu d'entrée de jeu surtout. Donc je suis tout à fait tombé dans le portrait dressé par les médias donc sur ce mouvement. Mais au bout de 15 jours, quand même, ma curiosité est plus forte. Et étant nourri quand même de certaines lectures révolutionnaires, je décide donc de faire un saut sur rond-point. Et à partir du moment donc, où je vais au rond-point et où je découvre ce qui s'y passe, c'est-à-dire des gens qui s'organisent à l'horizontale, des gens qui parlent de partager richesses, Rapproche-toi, fais un truc, mais... dis-moi. Parle fort, sans t'émouvoir. D'accord, je parle plus fort. Et donc, à partir du moment où je me rends compte de la... Il y a du monde qui veut t'entendre. J'entends bien. D'ailleurs, je salue je crois qu'on doit être entre 300 et 400. Il y a l'Union révolutionnaire. Tout à fait, ils sont là. Il y a ceux de la CNT, tout le monde est là. Donc, vas-y, quoi, exprime-toi. Même l'Espagne. Voilà. Et donc, à partir du moment où je me rends compte de ce qui se passe au niveau de ce rond-point, donc, une espèce de processus démocratique, mais assez poussé, j'ai la conscience immédiate du fait que si personne ne raconte ce qui est en train de se passer, tout ça va disparaître. C'est-à-dire que... La fameuse phrase de Howard Zinn, tant que les lapins n'auront pas d'historiens, ce sont les chasseurs qui raconteront leur histoire. Oui, et puis autre chose, c'est-à-dire que j'aurais pu me satisfaire de ce truc, parce que moi je deviens gilet jaune, donc je ne suis pas là en tant que journaliste... Ouais. Tu fais plus que témoigner. Je fais pas du gonzo journalisme en me disant je vais m'immerger dans le mouvement et raconter dans l'intérieur. C'est-à-dire que je milite au sein du mouvement, mais en même temps je sais que je sais écrire et je sais que j'ai la possibilité de restituer ce que je vais vivre au jour le jour. Et je me dis si je fais ça dans 6 mois ou dans 1 an, je devrais me baser uniquement sur mes souvenirs. Et là il va y avoir tout un phénomène de reconstitution de la mémoire et tout qui sera pas suffisamment fiable. Donc je me dis il faut que je prenne des notes au jour le jour de ce que je vais vivre. Donc je me lance dans un processus d'archivage quotidien.
revue de presse, et puis quand je suis au rond-point, ben, je prends des notes, et quand je rentre à la maison, je les recopie. Donc je reconstitue les moments, les journées. Et donc la base de ce bouquin, c'est la transmission de cette petite séquence historique de 3 mois. J'ai écrit sur plus longtemps, mais bon, je me suis borné pour le bouquin à 3 mois. Et par-dessus, c'est greffé tout un travail de fiction, pour tout un tas de raisons. Déjà, c'est mon style, et j'avais fait un peu pareil dans Pancho, c'est-à-dire qu'il y a un narrateur qui est une fiction, avec une intimité qui est fictionnelle, c'est-à-dire que je ne suis ni alcoolique, ni insomniaque, entre autres choses. Et moi, pas croqueur de glaçons. Et ça, je te laisse la responsabilité. Donc, effectivement, je m'inspire de situations véritables, mais il y a tout un travail un peu de distanciation, un peu sur le style du polar. Tout simplement parce que le récit d'occupation de rond-point et de manif dans Perpignan, sur 300 pages, aurait été, je pense, un peu fastidieux à lire. Donc, il fallait un peu mettre un peu de piment et un peu de distance romanesque. Et surtout, camper un personnage central qui soit un peu en proie avec ses doutes, ses hésitations, ses colères. Ça c'était important parce que je fais aussi un travail d'auto-analyse, c'est-à-dire comment moi qui suis pétri de lecture révolutionnaire a failli passer à côté de ce moment-là qui était débordant d'énergie politique, humaine, enfin voilà. Est-ce que je m'arrête là? Oui, voilà, c'est bien. On Alors, on va vous poser une question pour faire une révolution. Est-ce qu'on a besoin du peuple? Et si oui, quel peuple, comme dirait Emmanuel Macron? Qui veut prendre la main? Pas Michel Cadet. Attention, hop là, vas-y Michel. Pour faire une révolution, à un moment, on a besoin du peuple. C'est si en face... Alors d'abord parce que c'est une vieille révolution, c'est la première. C'est quoi la différence entre la Révolution et Étienne Marcel, par exemple? Étienne, c'est le Moyen-Âge, hein, on parle d'une révolte à Paris. Alors, une révolte à Paris, c'est la révolte du maire de Paris, Étienne Marcel. C'est l'Hidalgo de l'époque. Non, mais c'est le prévôt des marchands, et il fait marcher ses marchands. Ouais. Hein, et effectivement, ils étaient mécontents. Mais voilà, et la Révolution française au départ, c'est un peu ça, c'est une révolution de ras-le-bol financier. Ça commence toujours comme ça, enfin sauf pour la Commune. Là, il y a eu la guerre pour la Commune, ce qui fait une crise financière aussi. Crise financière, on a besoin de lever de nouveaux impôts. Or, on sait que les notables refusent. On demande aux notables de payer des impôts, à ceux qui n'en payaient pas, au clergé et à la noblesse, enfin c'est plus compliqué que ça, mais en gros, à ceux qui en payaient le moins, ils refusent, et pour pouvoir lever de nouveaux impôts, on remet en marche un truc qui s'appelle les États généraux, qui étaient capables de consentir l'impôt. Alors depuis près de 200 ans, enfin 180, on n'avait pas fait marcher ces États généraux. Là, on les fait marcher, d'où des élections. Alors des élections qui sont fantasmées quelquefois, parce que elles sont pas ultra démocratiques. Attention Michel, je te demande, le peuple, faut-il une peuple pour faire la révolution? Ne refais pas le processus révolutionnaire. Mais si, parce que le processus, justement, il interroge le peuple pour expédier des gens à Versailles, puisque le Congrès, si on peut dire, les États généraux sont à Versailles. Il faut alors on expédie des curés, le clergé, on expédie des nobles, et on expédie autant de députés qu'il y a de députés nobles et du clergé, du tiers-état, donc le tiers-état ça veut tout dire, du banquier milliardaire au dernier des savetiers, pour jouer avec La Fontaine. Et alors ces gens-là, oui, on les fait voter, on leur lit dans les paroisses la convocation du roi, on leur dit pourquoi, ils discutent, plus ou moins bien, évidemment. Les notables prennent la parole plus que les autres, hein, incontestablement quand on lit les cahiers de doléances, mais enfin, ils votent. Et ils envoient des députés pour faire du changement. Et le changement, c'est essentiellement que les autres paient des impôts. Et le changement, c'est maintenant. Et oui, c'est ce qu'espèrent les gens, mais le gouvernement ne pense pas. Laissons de côté la question du roi, qui n'est pas le pire dans le lot,
Mais le gouvernement, l'aristocratie, les notables, les évêques, etc. pensent que c'est pas une très bonne idée. Comme ils s'aperçoivent qu'ils sont pas vraiment majoritaires, aux États généraux, ben, le gouvernement envoie des troupes, à la fois à Versailles et à Paris. Et à ce moment-là, ben, si les troupes avaient agi, voilà, il n'y aurait pas eu... on aurait renvoyé tout le monde chez eux, on aurait foutu quelques milliers de personnes, enfin quelques centaines de personnes en prison, voire quelques milliers, et puis ça serait arrêté là, puis je ne sais pas où on serait allé. Mais les gens ont pris la Bastille, voilà. À Paris, ils ont eu peur, ils se sont dit qu'ils n'avaient pas se laisser faire, ils ont pris la Bastille, et le peuple a imposé, en quelque sorte, la domination des États généraux sur le gouvernement de ce qui va devenir l'Ancien Régime. Sans le peuple, il n'y a rien. Mais le peuple, sans ses députés, ben, il aurait été massacré comme ça se faisait d'habitude. Ça, on vouloir être vulgaire, c'est intriqué. C'est Intriqué. Oui, c'est intriqué. Alors, ton peuple à toi, si j'ose dire, ton peuple, la commune, il est direct. Fais pas tomber les rousquilles. Non, hein. fais pas tomber, voilà. Sinon, il n'y aura même plus une poignée de rousquilles. Hein. Voilà. Rousquilles révolutionnaires. Voilà. En forme de pavé. Voilà, c'est ça. Sous les rousquilles, la plage, enfin bon, bref. Comme on est à Canet. On faisait des barricades sous la commune, mais à Paris. Alors, c'est directement le peuple, la commune, c'est l'image que ça donne. C'est moins bourgeois, tu vois, il y a moins des marques sur les costumes, ou c'est moi qui ai cette idée. C'est toi. C'est toi. Alors, d'abord, la Troisième République, je parlais du 4 septembre tout à l'heure, voilà, arrive sur un élan populaire, puisque les républicains comme Gambetta et Emmanuel Arago, le fils de François et donc le neveu d'Étienne, ne voulaient pas instaurer la République puisqu'on était en pleine débandade face aux Prussiens. Et c'est le peuple qui force, parce qu'on est dans une situation qui peut sembler un peu bizarre, mais où les grandes villes, à l'époque, sont contre Napoléon III. Elles l'ont affirmé clairement par le vote, à Paris, à Lyon et à Marseille. Et c'est donc le peuple qui va imposer, le peuple de ces grandes villes, qui va imposer, plus d'autres villes, va imposer l'instauration de la République, qui va reprendre sur le modèle des grands aïeux de la Révolution française, toujours, le combat, le drapeau de la patrie en danger qu'il faut délivrer, puisque cette fois-ci, on est toujours en guerre, et au lieu d'accepter très tôt les conditions de Bismarck, ça doit parler peut-être à certains qui voulaient occuper l'Alsace-Lorraine d'emblée. Bismarck, c'est le vrai créateur de l'Allemagne, en fait. Qui était plusieurs royaumes sous l'empire, Saint-Empire romain. C'est cette guerre qui va germanique. Fédérer l'Allemagne en un deuxième Reich, un deuxième empire qui va durer jusqu'en 1918. Et créateur de la sécurité sociale allemande. Oui, oui. Bien avant 1944 en France en tout cas. Voilà. Donc pour en revenir les dictatures ont du bon. aux républiques. Non, bah il l'a créé parce que si tu ne veux pas la révolution, comme disait Machiavel, tu l'as fait toi-même. Pas gratuit. Donc c'est essentiellement un mouvement urbain, sauf dans quelques départements où il y a depuis des décennies un parti républicain des campagnes. Et c'est le cas des Pyrénées-Orientales. Voilà. Donc on a à la fois une ville, Perpignan, qui est républicaine, et une campagne qui est majoritairement républicaine, pas seulement. Et donc on a le petit peuple qui travaille la terre, surtout du côté du libéral, qui va être pour la République. Et on arrive donc dans une période où tout est possible. Tu disais tout à l'heure, le changement c'est maintenant. Bah, eux, ils attendent depuis le coup d'État de 1851, on est en 1870-1871, impatiemment, le retour de la vraie, de la bonne, pour eux, l'unique république qui est nécessairement la république démocratique et sociale. Et à l'époque, c'était une république rouge. Et leurs chefs, eux, sont beaucoup plus modérés, donc les Emmanuel Arago, les Pierre Lefranc, donc ces fameux noms de rue. Il y en a d'autres, les vieux Guitert, les Lafont, etc. Et eux sont regroupés autour d'un journal qui fait office d'un parti et que tout le monde connaît ici, qui s'appelle l'Indépendant. On pourrait dire que le parti républicain à l'époque, c'est le parti de l'indépendant.
qui à l'époque est donc 100% républicain et représente la gauche, en tout cas à cette période. Oui, c'est maintenant, ça a changé. Du département. Il y a donc cette force qui s'oppose, surtout dans les villages, et c'est ça qui est rigolo puisqu'on parle des mouvements populaires, aux carlistes, qui sont les légitimistes, c'est-à-dire les royalistes purs et durs, qui ici portent le nom de Don Carlos. C'est un mouvement royaliste très dur du côté de l'autre côté, en Espagne, en Espagne. Voir Pierre Benoît mourir pour Don Carlos. Et donc, dans les villages, souvent, il y a un affrontement entre les républicains rouges, d'une part, et les carlistes blancs, d'autre part, qui mènent à des rixes sanglantes, mais qui parfois donc amènent à la mort de certains d'entre eux. Par exemple, à Pia, en octobre 1870, il y a quelques royalistes qui imaginent, il y a eu une rumeur, que les royalistes sont rentrés en force à Paris. Et le comte de Chambord, qui aurait dû porter le nom d'Henri V, voilà, aurait fait mettre, c'est une rumeur, sur les tours de Notre-Dame, le drapeau blanc à fleur de lys. Et donc, on va faire la même chose sur le clocher de l'église de Pia. Mais ça énerve grandement les républicains. Donc, il y a une rixe. Et comme les républicains sont mis en minorité à Pia, il va y avoir leur pote de Perpignan, plus sérieusement la garde nationale de Perpignan, qui va venir faire une descente. Il va y avoir des coups de fusil, il va y avoir plusieurs morts du côté des royalistes pour qu'on puisse enlever ce drapeau et qu'on puisse réaffirmer que la République est seule maîtresse dans les villages du Roussillon. Dans l'agglomération de Perpignan. Entre autres. Non, mais dans l'agglomération et surtout dans les campagnes. Et puis, il y a des combats permanents entre les quartiers de Perpignan. Par exemple, le quartier de Saint-Mathieu, qui est, depuis la Révolution française, et ça s'est réaffirmé au moment de la Deuxième République en 1848. Je suis obligé de faire des digressions pour que ce soit compréhensible, je suis désolé, mais le quartier rouge, le quartier républicain, le quartier révolutionnaire, on dirait, si on faisait une comparaison avec la ville de Paris, le Belleville de Perpignan, donc le quartier Saint-Mathieu. Belleville, c'est plus ce que c'était, mon bon monsieur. En tout cas, à l'époque, c'était le quartier révolutionnaire. C'est de là que, d'ailleurs, entre autres, il va y avoir le gros des forces communardes à Paris. Ça va venir de Belleville, mais pas seulement, comme je le disais à l'instant. Et donc, le gros des troupes révolutionnaires, républicaines, attachées à la République démocratique et sociale et qui vont essayer de proclamer la commune à Perpignan, vient de Saint-Mathieu. Et le quartier Saint-Mathieu s'oppose, pour aller vite, au quartier Saint-Jacques, qui lui est bourgeois. Même pas aristocrate. Non, il est aristocrate, il est surtout légitimiste. Oui. Il est composé essentiellement de jardiniers, des petits propriétaires qui vont aller faire leur maraîchage et leur culture en Salanque, où ils vont être en contact avec, ici on est à Canet, mais avec de grands propriétaires terriens qui vont leur donner et les affermir dans leurs opinions royalistes. Et entre les deux, donc, il y a des bastons, il y a des rixes, souvent sanglantes aussi. Donc, cette opposition qu'on retrouve qu'on a dans les villages, on la retrouve aussi à Perpignan, entre les différents quartiers. À l'époque, on disait les paroisses. Très bien. Voilà pour le moment. Alors, est-ce que dans tes gilets jaunes, il y a le petit peuple des artisans, des tisserands, etc., mais aussi des caissières de supermarchés qu'on n'avait pas dans l'épisode précédent à la Révolution française. Et il n'y avait pas de Lidl à la Révolution française, il n'y avait pas de Lidl à la Commune non plus. Et donc il y a un nouveau peuple est-ce qu'il y a encore des ouvriers? Parce qu'il y a des ouvriers dans les deux cas, il y a des artisans dans les deux premiers cas, mais la sociologie s'est transformée dans ta révolution. Alors, oui, bon, déjà tu parles de révolution au niveau du mouvement des Gilets jaunes. Là, ça ferait, je pense,
juste en soi. On a failli prendre l'Élysée, monsieur. On a attaqué oui. au Manitou juste l'énoncé des ministères. De longues discussions. Après, là, on est dans la période contemporaine, donc déjà, le mot peuple, aujourd'hui, il est complètement disqualifié. Disqualifié par Macron, et toi, tu le disqualifies aussi? Pas du tout. Disons qu'il est suspect, et quelqu'un que tu aimes beaucoup, comme François Bégodeau, oui. Quand il prend la parole, souvent, il dit que le peuple, il ne sait pas ce que c'est. Lui, il voit les classes sociales, mais il ne voit pas le peuple. Moi, je pense qu'il y a deux moments quand même dans l'histoire humaine, où la notion de peuple quand même, elle surgit et elle est incontournable. C'est dans les moments révolutionnaires et indépendantistes. Là, il y a vraiment une espèce de fusion de plusieurs tranches de la société face à une espèce d'avenir, de désir commun qui fait que les antagonismes momentanément sont soit passés sous silence, soit sont contenus pour atteindre cet objectif-là, que ce soit un changement de régime ou bien l'indépendance par rapport à une tutelle. Donc là, ce qui se passe avec les Gilets jaunes et qui est assez fabuleux, c'est que je ne sais pas si les Gilets jaunes constituent un peuple en soi. En tout cas, c'est un morceau du peuple qui s'est détaché et qui s'est mis en mouvement. Ça, c'est indéniable. Et puis, l'autre fait qui est marquant, c'est que donc, dès le départ, il y a tout ce travail de peu de mise en scène, de scénographie qui va être mis en œuvre par les Gilets jaunes, notamment autour de la Révolution française. Donc on voit surgir les... Je parle assez fort? Oui, oui. Tout le monde m'entend? Oui. Les cahiers de doléances, on voit des bonnets phrygiens dans les manifestations, on voit des guillotines construites avec des effigies de Macron, donc et Tété. Oui, parce que Louis XVI c'est déjà fait. Voilà. Donc il y a tout ce travail-là de mémorisation assez succinct mais très visible. Et, le peuple est imprégné de sa révolution. Ouais, et dont le message est le suivant. On n'est peut-être pas le peuple, tout le peuple, nous, mais on veut le réveiller. C'est-à-dire que ce mouvement, il est complètement ouvert. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir les tentatives de fraternisation avec la police, alors que les Gilets jaunes se font bastonner par les flics. Il y a toujours une partie des Gilets jaunes qui tentent de fraterniser en disant « Vous êtes la force du peuple, vous êtes au service du peuple ». Et c'est un truc, ça peut prêter à sourire, parce que j'ai des vieux militants comme moi. Sur notamment ceux qui ont perdu un œil. Oui, ça. Mais en même temps, chez ces gens-là, il y a une espèce de candeur, de spontané, qui fait qu'ils sont... Frères cosaques, soutenez-nous. Non, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un peu au pied de la lettre, tu vois, certains textes, liberté, égalité, fraternité, ça va... Le droit à l'insurrection, qui est dans la Constitution aussi, par exemple. La Constitution de 93. Ouais. Oui, c'est la seule respectable, monsieur. Mais c'est la seule qui n'a pas été respectée. J'irai pas jusque-là chez les Gilets jaunes au niveau de leur culture révolutionnaire. En tout cas, il y a ce désir, mais qui est pas fin, qui n'est pas calculé de faire peuple. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que leur cause est légitime, leur lutte, leurs revendications sont légitimes, donc elles concernent toute la société. Et il y a vraiment un désir de changement de la société qui est pas... C'est pas nuit debout, si tu veux, avec une espèce de catalogue de revendications en fonction des différentes discriminations. Il y a vraiment cette volonté de faire, et notamment avec le motif de la Révolution française, une espèce de chercher le dénominateur commun le plus large à la société qui puisse rassembler et donc faire peuple. Donc oui, la démarche est liée. Après, on n'est absolument plus dans une époque révolutionnaire. On n'est même pas, je pense, dans une époque qui pousserait à une certaine émancipation sociale. Donc, au bout du bout, les Gilets jaunes sont restés terriblement seuls. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques soutiens, on va dire, médiatiques, politiques. Sondagiers, voire. Mais le corps qui s'est mis en mouvement et qui s'en prend plein la gueule pendant plus d'un an est relativement... il est soutenu de loin. Donc je commente en fait, Nicolas Cotteville fait tourner les rouskis pendant que je parle. Ouais, vas-y. Et donc, cette petite fraction du peuple est restée seule. Combien ça représente de pourcentage, justement, on parlera de la Révolution française de la Commune, combien ça mobilise par rapport à la population de la France à ce moment-là? Donc, les Gilets jaunes? Les Gilets jaunes, à peu près, hein, au doigt mouillé, hein, comme le gouvernement non, gouverne. Les tout premiers rassemblements de novembre 2018, après c'est les chiffres de la police, de la préfecture. Oui, voilà. Et selon l'IJPN, n'oublie pas après. Ouais, ils évaluent les Gilets jaunes donc mobilisés à peu près 300 000, un peu moins de 300 000. Sachant que ce chiffre va décroître au fur et à mesure des mois et de la répression. Puisqu'on va arriver qu'à un moment assez fabuleux où on aura des manifs avec 80 000 gilets jaunes et 80 000 flics. C'est-à-dire que chaque manifestant aura son flic. Donc c'est quand même assez inédit comme situation. Donc on part à peu près 300 000, ce qui fait pas lourd à la louche. Mais par contre,
l'énergie politique, tactique déployée par ces hommes et ces femmes, mais elle vaut 2 millions, enfin, je sais pas, en mai 68, c'est 7-8 millions de grévistes. Je dirais pas qu'on a eu cette intensité-là, mais quand même, il y a eu des sacrés débordements, des innovations. Notamment au moment où l'Élysée Oui, à Paris, a début tellement décembre. peur que il s'apprête à fuir par les égouts. De toute façon, les deux avaient la même odeur, ou par hélicoptère, le ventilateur aurait dispersé le parfum. Oui, oui. On est d'accord. Donc, C'est le conseiller de Macron, Strauss-Da. Strauss-Da, c'est pas un hybride entre Strauss-Kahn et... Non, j'écorche peut-être son nom, mais qui confie à Emmanuel Macron de retour de Ouais. G20 Argentine. Donc après l'acte 3, Ouais. on a failli tomber. Donc il y a vraiment une trouille, une espèce de retour de ces vieilles trouilles un peu versaillaises qui a été vraiment effectif. Voilà, une des uchronies de Marianne, et si les Gilets jaunes avaient pris l'Élysée. Alors, on enchaîne. Qui veut prendre la parole? Mais bon, là, sur le chemin, j'ai Michel, donc... Pose des questions. euh, Anil, ouais, oh, mollo sur le déglingo, on va pas quand même faire travailler. L'idée, c'est que qu'est-ce qui énerve les gens à ce point qui se mettent en route? Alors, il y avait une famine dans l'épisode précédent à la Révolution française. Faut pas exagérer non plus. Il y avait. Et Lidl était encore plein. Il y avait un renchérissement des denrées et on bouffait mal. La famine, ça existe aussi, c'est pas exactement pareil. Mais ceci dit, moi je voudrais revenir sur ce que dit Sébastien, parce que c'est des choses qui se trouvent dans la Révolution française. C'est-à-dire cette capacité à un moment à faire corps, par exemple à Ille, à Estagel, de l'ensemble d'une population, y compris des notables, entre guillemets, qui sont des petits notables. Tout le monde, tout d'un coup, se retrouve. Alors, c'est pas sur la nation tout entière, encore qu'à Paris, ça soit largement le cas. Tout le monde, tout d'un coup, se retrouve. Après, ça se défait. D'abord, ça se défait parce que c'est long. La révolution, celle que j'ai envisagée, elle dure 5 ans, après, elle s'arrête. C'est autre chose. Pendant 5 ans, tu n'es pas mobilisé en permanence. Surtout à une époque où, pour bouffer... Les moissons. il faut aller travailler. Tu veux dire qu'il n'y a pas de RSA? Mais non, c'est pas ça. Il y a des types qui vont pas voter, tout simplement parce qu'il y a la récolte à faire. Et ils te disent, ils envoient un truc, ils disent, mais là, écoutez, c'est le jour où on va faucher les blés. Bon, on s'en branle de la révolution. Voilà. Alors que ce sont des vrais révolutionnaires. Mais c'est ça, c'est la durée, la longueur des choses qui est pas simple, sans compter qu'à partir de 93, il y a une guerre dans les Pyrénées-Orientales. Donc, avec l'Espagne. Avec des armées espagnoles qui vont jusqu'à Perpignan. Donc, voilà, c'est pas vraiment de la rigolade. Mais c'est vrai qu'à des moments, peut-être que c'est un terme très moderne, mais les gens font peuple. Ils disent merde, ils disent non. Alors, ce qu'il y avait, c'était l'idée d'une immense injustice, qui était que quand même tous les roturiers, disons, y compris une bonne partie des notables, payaient des impôts assez lourds. Je ne parle pas de ceux qui sont aux franges de l'aristocratie, donc qui marient leur fille avec un aristocrate, etc. Donc ça va. Mais les autres, ils voyaient que l'Église ne payait pas d'impôts, mais quand même, elle assurait un service public. Elle assurait l'éducation, les soins, etc. La messe. Mais oui, mais ils aimaient la nourriture de l'esprit. Ils aimaient souvent leur curé, mais ils détestaient les moines, qui ne faisaient rien et qui leur paraissaient servir à rien. Bon, il y a ça. Et puis, il y a donc un moment où ça fait peuple. Alors, ça fait peuple à Perpignan, où au début de la Révolution, juste quand ils ont appris la prise de la Bastille, ils la prennent en combien de temps? Parce qu'il n'y a pas BFM. 15 jours après, 10 jours après. Donc voilà, le 28 juillet, ils pillent tous les trucs de l'État, le papier timbré,
la Gabelle, enfin les bureaux de la Gabelle, les bureaux des douanes, enfin, tout ça est pillé. En même temps, ils sont très spontanés. Hein, c'est un peu, ça rejoint un peu ce que tu dis. Ils sont très spontanés, mais les gens du faubourg sont encadrés par des vrais révolutionnaires, mais qui sont des... Même pas le terme, parce que c'est un terme que le marxisme a connoté un peu sottement, et je l'ai été suffisamment. Donc, mais les bourgeois à l'époque, c'est à tous les Mayas, par exemple, qui sont les leaders du faubourg. Ces types, d'abord, ils vont s'engager, ils vont aller se battre aux côtés de leurs citoyens sur la patrie en danger. Mais enfin, il y a ce mouvement, et en même temps, il est récupéré par les aristocrates. Hein. Les aristocrates arrivent, ils disent « Ah, mais nous, on sait gouverner, on connaît le boulot, on est révolutionnaires, nous aussi. » Et là, à Perpignan, ils se sont fait avoir, ce qui fait qu'il a fallu 2 ans pour alors que les campagnes étaient beaucoup plus, entre guillemets, disons dans le mouvement que révolutionnaire, parce que c'est un mot d'après, après tout. Les campagnes ont fini par encercler Perpignan d'une façon en quelque sorte maoïste, et la municipalité de Perpignan qui était dominée par des aristocrates est tombée, et donc on a eu un département tout entier républicain. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde avait les mêmes intérêts en même temps, mais il y a des moments où tout le monde a le même intérêt. Voilà. Ou du moins le plus grand nombre a le même intérêt. Dans l'intérêt général, ça existe, ça n'est pas qu'un concept. Ça existe, mais ça peut être inversé d'ailleurs. À Saint-Laurent-de-Cerdan, l'intérêt général, il est non pas royaliste, parce que c'est un terme, ils s'en foutent du roi. Hein. Ils passent du roi de France au roi d'Espagne sans problème, c'est pas le truc. Mais disons qu'ils sont pour l'ordre ancien et pour le conserver, parce qu'ils sont bien dedans. Alors, parce qu'il y a les coutumes du Roussillon. C'est des contrebandiers, c'est des voleurs, c'est ça, les gens de Saint-Laurent, ouais. Ils sont pires que les gens d'Estagel. C'est dire. Pas dire, puisque, je veux dire, il y a 2 villes qu'on peut utiliser comme contre, et il y a Saint-Laurent-de-Cerdan qui est finalement le cœur de la résistance à la Révolution, et Estagel qui est plutôt le cœur, la ville des Aragos, donc, avec Corneilla de... Conflans, Corneilla la Rivière, non. Rivière, oui, il y a des Corneillas partout, alors. Qui sont vraiment des villages très révolutionnaires pour des raisons qui... Et puis tout le Fenouillades, mais comme Fenouillades n'est pas catalan... Oui, c'est des Occitans, et de ces gens-là, on n'en parlera pas. Et l'Occitan est plus révolutionnaire à l'époque que le catalan, parce qu'il est beaucoup moins religieux, et surtout, il n'est pas ultramontain. Ici, on continue à aimer le pape. D'ailleurs, le pape, on est plutôt gallican. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails d'historiens qui ne sont pas très intéressants, finalement. Faut lire les bouquins. Et oui, après tout, documentez-vous un peu, bande de feignasses. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des moments où ça coagule. Par contre, la coagulation révolutionnaire, à un moment, elle pète. Hein. Alors, d'un côté ou d'un autre, soit parce que les gouvernants... Alors, à l'époque, c'est beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui, parce que pour être dirigeant, il faut savoir lire et écrire. Toute la population en est loin. Donc, les types, ils raisonnent très bien. On a quelquefois, rarement, hein, mais quelquefois, on a leur voix. Qui vient, ça a été pris par des scribes, etc. Le rapport a été fait. Ils raisonnent, mais après, quand on leur dit qu'il faut administrer le village, il va falloir compter ils disent non, filez ça à des gens qui savent. Hein, ce qui n'est pas notre situation aujourd'hui. C'est une situation différente. Alors, qu'est-ce qui énerve le peuple de la commune? Ce qui énerve les Boches les Boches et les royalistes. On ne dit pas les Boches. On dit les Prussiens. Les Prussiens. Ouais. Les casques à pointe. Oui. Alors en fait, malgré tous les efforts de Gambetta et des Républicains, on n'arrive pas à... Je dis on, les Français n'arrivent pas à faire reculer les troupes allemandes, puisque pas que les Prussiens. Et Paris, qui est assiégé très tôt depuis le mois de septembre, ne capitule pas et va subir un siège terrible. Et à chaque défaite qui va survenir, notamment de la part de maréchaux qui étaient très liés à Napoléon III,
va s'en suivre des émeutes où le peuple républicain hurle à la trahison. Et notamment le 31 octobre 1870, le maréchal Bazaine capitule à Metz, justement. Oui, la fameuse forteresse. Alors qu'il aurait pu ne pas capituler, à mon avis, mais bon. Ça, enfin, en tout cas, il a fait l'erreur de s'enfermer à Metz. Qui était pleine d'armes et de poudre. Qu'il a filé aux Boches. Alors, non, je m'énerve. En tout cas, on a quasiment fini une bouteille de muscat et c'est encore une que les Boches n'auront pas. Encore une bouteille. Et pour en revenir sérieusement aux émeutes qui s'en suivirent, il y en a eu à Paris, il y en a eu aussi à Perpignan. Et à Perpignan, on va aller prendre... Alors, là, la même question. Combien de temps ils apprennent la chute de Metz? Quelques jours, très rapidement, parce qu'il y a le télégraphe. Il y a le télégraphe. Voilà, non mais c'est intéressant. Beaucoup plus rapidement, alors on est quand même 80 ans après, 75 ans après les événements évoqués par Michel. Hein. Ouais. Donc il y a le télégraphe, il y a quand même des nouvelles, des télégrammes. Enfin bref. Et donc on l'apprend assez vite. Et ça va s'agiter à Perpignan. Et le colonel de la place va être jeté dans la Basse. Comme chacun sait, la Basse, c'est pas très profond. Ouais, donc il meurt envasé. Et il va mourir quelques semaines plus tard des suites de ses blessures à Amélie-les-Bains. Et c'est le bon Lazare Escarguel qui va essayer de contenir tant bien que mal la foule parce qu'elle était énervée donc, de ses défaites. Donc il y a la frustration de ces défaites successives et ensuite d'un armistice qui n'était pas voulu par le peuple qui... dans la grande mythologie de la Révolution française et dans le grand souvenir plutôt des victoires de la Révolution française, voulait la guerre à outrance et voulait continuer à la différence des dirigeants. Le peuple des villes. Le peuple des villes et le peuple de certaines campagnes, dont celle des Pyrénées-Orientales. Alors, effectivement, ils sont chauds patates, les Catalans. Ils sont chauds patates à tous les niveaux. Et il y a un deuxième souci, c'est qu'une fois qu'on décide de signer l'armistice, il faut après qu'il y ait un traité de paix. Et pour ça, Bismarck voulait absolument que la République qui avait été proclamée de fait soit représentée par une assemblée légalement élue. Et au grand désarroi des républicains de l'époque, donc période très complexe, la République va être prise en main par des royalistes. On est en pleine schizophrénie comme actuellement, mais pour d'autres raisons. Voilà. Donc, imaginez les républicains, notamment à Paris, qui ont subi. Parfois, on se retrouve complètement ruinés quand c'est des petits commerçants, etc. Donc, qui ont combattu dans la garde nationale, des pères de famille qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés avec un chasse-peau, le FAMAS de l'époque, voilà, pour défendre la capitale. Et qui se retrouvent complètement ruinés et qui ont tout donné parfois pour la République, qui parfois ont perdu un fils au combat, beaucoup plus jeune, qui est parti dans l'armée, et qui voit cette République, dès les premières élections, s'offrir dans les semaines qui viennent, en tout cas c'est ce qu'ils pensent à l'époque, aux royalistes, une fois que la paix sera signée. Donc ça, c'est pas possible. Et donc, il y a de vives tensions, et ultime provocation pour les Parisiens, ça a dû être ressenti de la même manière dans les Pyrénées-Orientales, l'un des premiers gestes symboliques de cette assemblée qui était à Bordeaux, et de ne pas aller siéger à Paris, mais de siéger à Versailles, la ville des rois. Donc ça, le peuple de Paris le vit très mal. Ça peut braquer. Voilà, ils vont choisir un ancien orléaniste, Thiers, voilà, qui... Ceci dit, Thiers, il me semble qu'il a un peu tout fait. Thiers comme Ducas. Ouais, voilà. Comme président du Conseil, enfin chef du pouvoir exécutif d'une république provisoire. Président de la République. Et il sera président de la République plus tard. Pour une fois que je peux me permettre de contredire dans quelques mois. Mon cher Michel, voilà, à qui je dois tout. D'ailleurs, j'ai commencé à travailler sur la commune sous sa direction. Oui, mais tu as terminé de payer ta maison, tu peux... Non, il n'a pas terminé. Parce qu'il y a eu un divorce entre-temps, où j'ai dû reprendre un crédit, enfin c'est compliqué. Donc, c'est une vraie maison dont il parle. Donc pour revenir aux provocations de l'Assemblée royaliste, Thiers, qui a peur du peuple de Paris qui était armé, va vouloir le désarmer. Et on est le 18 mars 1871 au matin, à ce moment-là. Il envoie des généraux et plusieurs
on va dire, régiments, dont un fameux 88e de ligne, vous allez voir pourquoi je vous dis ça dans un instant, pour retirer ces canons à Montmartre, les canons financés par souscription des Parisiens, avec l'argent des Parisiens, voilà. Souscription qui avait été lancée par Victor Hugo. Et à un moment donné, l'opération prend du retard, comme quoi des fois il suffit qu'il y ait un couac dans la logistique, suffit comme que Varennes. Voilà, comme Varennes, et d'un coup l'histoire va basculer. Et donc l'opération qui devait se faire au petit matin prend du retard. Il manque les chevaux, c'est embêtant pour c'est ballot. les... Oui, déjà tirer un canon tout seul, c'est fatigant. Et nous voilà avec les femmes notamment qui sont les premières à se lever pour faire les tâches ménagères le matin, qui réveillent leurs hommes, les gardes nationaux parisiens, parce qu'elles se rendent compte qu'on est en train de leur piquer leurs canons. Et elles vont empêcher les soldats de pouvoir partir avec ces canons. Et à ce moment-là, les généraux vont demander à tirer sur la foule pour pouvoir partir avec les canons de façon à exécuter l'ordre de tir. Et les soldats vont fraterniser. Très très vraisemblablement, suite, on n'en est pas certain à 100%, mais c'est très très vraisemblable, en tout cas il va le payer de sa vie, sur l'ordre d'un jeune sergent du 88e de ligne qui est né à Boulterner et qui s'appelle Galdric Verdaguer. Voilà. Et sur Chaud Escatala. à Boulterner, aujourd'hui, il y a une rue, il y a une maison qui porte une plaque en mémoire de, c'est la maison natale de Galdric Verdaguer. Et il y a une rue Galdric Verdaguer, il me semble, qui donc a demandé aux soldats de mettre la crosse en l'air et de ne pas tirer sur le peuple qui avait résisté aux Prussiens. Et c'est le point de départ de la Commune et d'un gouvernement révolutionnaire à Paris qui va essayer de se répandre en province et qui, pendant 72 jours, va proposer, en opposition à la restauration monarchique qu'il pense imminent, un gouvernement républicain, mais au sens d'une république démocratique et sociale, qui était voulue par les grands ancêtres de 1793, les promoteurs de la révolution, de la constitution de l'an 2, et ceux qui voulaient autour des Barbès et des Ledru-Rollin, ça c'est des stations de métro à Paris, une république démocratique et sociale en 1848. Donc sur ce modèle, ils vont vouloir créer une république où les petites gens pourraient vivre dignement de leur travail. Alors Barbès, c'est un type de l'Aude, donc il n'est pas si loin. C'est vrai. Il y a un excellent article dans l'Indépendant sur Barbès de Thierry Grillet, que vous connaissez peut-être pas. Enfin bon. Qui est pas très loin. Donc c'est le départ de la Commune et dans de nombreuses villes en province, à Lyon, au Creusot, à Saint-Étienne, à Toulouse, à Marseille, où il y a de nombreux morts, à Narbonne, animé par Émile Dijon, il va y avoir des communes en province. Et à Perpignan, on va essayer à plusieurs reprises de proclamer la Commune, mais à chaque fois, les républicains modérés autour de Lazare Escarguel et du Parti de l'Indépendant, voilà, vont freiner la manœuvre. Et dans les campagnes, il va y avoir un mouvement, notamment à Cornillà-la-Rivière, que moi je qualifie de commune rurale, puisque pendant plusieurs jours, ils vont hisser le drapeau rouge en haut de l'arbre de la liberté, et ils vont dire aux gendarmes qui sont venus pour leur demander de retirer ce drapeau, qu'ils ne le retireront pas, parce qu'ils n'ont pas eu d'ordre du gouvernement de Paris. Pendant quelques jours, en tout cas à Cornillà-la-Rivière, il y a eu ce que j'appelle moi une commune rurale, qui a duré bien plus longtemps, qui a des caractéristiques bien plus proches de la commune de Paris ou des communes de province qui ont duré longtemps, que certaines communes de grandes villes comme à Saint-Étienne, justement je l'évoquais tout à l'heure, ou à Toulouse, qui ont duré que quelques heures. Mais c'est parce qu'à Saint-Étienne, il n'y avait pas Bernard Lavilliers encore. Ceci dit, juste un tout petit peu, ils n'ont quand même pas fait grand-chose comparé à ce qu'ont fait les types de 89 et tout, parce qu'ils ont foutu un drapeau. Quand 3 gendarmes sont arrivés, ils ont dit on ne le retire pas vaillamment. Quand le préfet est arrivé avec 50 cuirassés et 30 gendarmes, ils ont dit bon, autant pour nous. Donc ils étaient pragmatiques. Oui, ils étaient pragmatiques, mais par contre, pendant la Révolution française, ça ne marchait pas, ça. Bam. Alors, mais il y a quelque chose que tu dis aussi qui est intéressant, et c'est que la Révolution n'a eu lieu qu'à Paris, parce que ça n'a basculé qu'à Paris.
Mais la Révolution française, la Bastille, elle a été prise parce que les principales troupes françaises, parce qu'il y a des troupes mercenaires, les gardes françaises ont rejoint la foule. Elles ont tiré au canon parce qu'elles savaient tirer. C'était leur métier. Quand tu es ouvrier, jardinier ou autre, tu as un canon, d'accord. Les fusils, ils savaient à peu près. Les canons, non. Et les gardes françaises ont rejoint l'émeute. Et on a un aristocrate qui était officier des gardes françaises, le comte d'Oms, qui écrit à son père, le marquis d'Oms, qui est plus ou moins révolutionnaire d'ailleurs, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, qui écrit, mais c'est un scandale, mais mes hommes ne m'obéissent pas, et ils ont été intégrés dans la garde nationale à haute paye, etc. On les a bien récompensés, mais c'est pareil ici. À Perpignan, la montée révolutionnaire du quartier Saint-Mathieu et surtout du faubourg. Le faubourg, c'est ce qu'il y a au-delà de la Basse. C'est le Mas-Guérido. Ils ont beaucoup été aidés par les militaires qui les ont rejoints à plusieurs reprises. Et effectivement, c'est cette incapacité du régime à tenir son armée qui a fait... Il n'y a pas d'autre force de répression. Il n'y a pas de police. Là, il y a une police à Paris. Il y a 3 sergents de ville, il y a beaucoup de flics, mais des mouches, comme on dit, des espions un peu, des commissaires, mais ça ne tient pas. Et donc, pas de CRS, on peut le dire. Et donc l'armée sous la Révolution française a majoritairement basculé. Et c'est ce qui explique son succès, entre autres choses, parce que c'était une armée populaire. C'était des types qui s'engageaient parce qu'ils crevaient un peu la dalle et que c'était mieux, qu'ils gagnaient mieux leur vie. Mais une armée populaire, c'est une façon issue... Oui, pas comme en Chine, tu veux dire. Non, c'est pas chinois. mais c'est une armée issue du peuple qui tire difficilement sur le peuple, voilà. Plus tard, elle a appris. Alors, 2 volets de questions, enfin, questions sans S. On va faire de l'appropriation culturelle et les femmes dans tout ça, et la tendresse bordel. Et après, on parlera et les francs-maçons dans le rôle insurrectionnel. Comme ça, vous avez le temps de mâcher avant d'y aller. Donc, les femmes sur les ronds-points, elles faisaient pas que servir des cafés. Ni la soupe. Quoique. Non. Je sais. C'est juste pour le provoquer. Les gilets jaunes... Vas-y. Je laisse la distribution des rousquilles s'effectuer. Non, les gilets jaunes, à ce niveau-là, on constitue une espèce de panel sociologique et de genre assez... ils n'ont pas eu besoin de poser des quotas pour qu'il y ait des vieux, des jeunes, des handicapés, des blancs, des arabes, et des hommes et des femmes. Et donc les femmes, moi j'en ai rencontré plusieurs. J'ai même tenu un blocage assez chaud un soir donc, à ce fameux PH Sud avec une jeune adolescente, 14-15 ans, qui portait une espèce de grand pyjama avec une espèce de licorne et d'oreilles tombantes et qui se servait de son téléphone en tant que chronomètre pour libérer ou non les camions. Et sa mère était en amont du barrage et elle avait un savoir-faire et un sang-froid assez exceptionnel puisque les flics venaient s'adresser à elle. Elle disait non, moi j'en lâche un toutes les 30 secondes ou toutes les 40 secondes, c'était son timing. Donc les femmes étaient là, les femmes étaient devant, les femmes sont allées se friter, se frotter avec la police. J'en ai vu recevoir des coups, j'ai vu des femmes se faire embarquer, j'ai vu... voilà, donc elles étaient, si tu veux, dans ces moments-là, ces moments justement où la foule fait peuple, tout ça n'existe plus. On se fout de savoir si tu as un pacemaker, si tu boites. Il y avait même un handicapé, mais... Il y avait plusieurs, ouais. Notamment Stan, le tétraplégique qui en plus était aphasique, qui ne parlait pas. Donc si tu veux, dans ces moments-là, tout se vit sur un plan d'égalité, mais ça va super vite. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de se demander si on est dans un projet discriminatoire ou quoi. On est tellement loin dans la visée, on est tellement loin dans l'objectif, que tout ce qui nous prend la tête, tous ces discours-là qui durent des plombes sur toutes les chaînes de télé, à la longueur du journaux, à savoir
cette discrimination, qu'ils n'en finissent pas de créer de nouvelles discriminations et les gens... Les minorités et les sous-genres. Voilà. Tout ça a été d'emblée balayé parce que de toute façon, ça n'avait pas lieu d'être. L'objectif était déjà au-delà. Pour moi, c'était quand même une preuve assez effarante que tout ce que pouvait produire le postmodernisme était sans sortie, sans débouché, puisque j'avais la preuve là sous les yeux que des gens pouvaient s'unir sans se poser la question de savoir qui venait d'où. Donc les femmes étaient là. Ça revenait à la phrase des Berruriens noirs, car nous sommes blancs, nous sommes noirs, nous sommes jaunes, et ensemble nous sommes de la dynamite. Mais c'était ça, ouais, une espèce de dynamite. On levait les doigts. C'est la suite. Oui, lever les doigts bien haut, plus jamais de 20%, et comme j'ai dit à Marine Le Pen, vous êtes à 24%, comme quoi les Berrus avaient raison. Mais revenons à nos moutons et à nos jaunes. Oui, donc j'ai fini, oui, donc les femmes étaient là au même titre que les hommes, et elles prenaient la parole, et alors il y a dû y avoir, j'imagine, des dérapages sexistes comme dans la société lambda. Encore une gonzesse, etc. Comme je moi, dis. En tout cas, moi, tout le temps de ma participation, j'ai pas assisté à un seul accrochage. C'était vraiment universel pour le coup, parce que c'est là où je voulais en venir. Oui. Mais tu as anticipé. Oui, je pense que, encore une fois, je reviens là-dessus. Dans le réel, il n'y a pas vraiment de discrimination dans l'action. Je pense qu'à partir du moment où tu réactives les fondamentaux de la question sociale pour sortir des gros mots, c'est-à-dire en gros, quand un type te dit qu'à son anniversaire, il a eu un poulet, et qui te dit, mais Macron, il n'a pas eu un poulet à son anniversaire. On est tous d'accord que Macron n'a pas eu un poulet, mais lui, il te le dit, si tu veux, c'est vraiment viscéral, quoi. C'est pas un truc, c'est pas un bon mot, le mec, tu le croises, on vient de se faire gazer, tout ça, et sa colère, c'est ça, c'est qu'il a eu un putain de poulet à son anniversaire. Donc, quand t'en es à ce niveau-là, c'est-à-dire des gens qui bouffent... C'est l'équivalent des moutons de Marie-Antoinette. Peut-être, j'ai pas la référence. Il pleut bergère, je te etc. fais confiance. Donc, quand t'en es à ce niveau-là de quand t'es arrivé à l'os, si tu veux. Ouais. Donc que vraiment ce sont les conditions de vie matérielle des gens. Enfin, ton os, hein, parce que Oui. l'os des autres, ça dur, va. hein, mais il faut s'accrocher. Donc quand t'en es à ce niveau-là, si tu veux, de la mise en route des corps, forcément, tous ces débats secondaires, qu'ils soient de race, qu'ils soient de genre, qu'ils soient de validité ou de ce que tu veux, mais vraiment les gens, moi le sentiment que j'en ai eu, c'est que les gens n'en avaient plus rien à foutre, quoi. Je veux dire, les premiers porte-paroles que j'ai vus au PH Sud, c'était des Maghrébins. Et j'ai pas entendu une seule parole sifflante en disant mais c'est quoi cet arabe qui parle en fait, tout ça pour moi a été balayé. Alors je vais pas idéaliser non plus, je sais qu'il y a eu des accros, des paroles et tout ça qui vont pas dans ce sens-là, mais ce que j'ai vu moi c'est vraiment quelque chose de très très humide, très compact, et que l'action en fait suffisait à, il y avait un truc transcendant, quoi. Voilà. Je veux dire, on est vraiment là-dedans, quoi. Les gens étaient transpercés par quelque chose. J'ai été transpercé, moi quand même, qui suis un anarchiste pur jus, par la Marseillaise, sur un rond-point en accueillant des motards. Tu m'aurais dit ça un mois avant, je t'aurais dit, mais arrête, c'est absolument pas possible. Parce que les bourgeois ont fait de la Marseillaise un champ militaire. Oui, et puis parce que la Révolution française, elle Un est... champ militaire au départ. Oui, révolutionnaire, camarade. Il y a Non, armée et non, armée. militaire. Ça, c'est un champ fait pour une armée. Du Rhin. Pour l'armée du Rhin. Voilà, et pas du foie. Enfin, bon. Et donc, j'espère avoir répondu à ta question. Donc, oui, femmes, hommes, Oui, tout le monde était au rendez-vous. les révolutionnaires sont des femmes comme les autres. Revenons, parle-nous des femmes de la Révolution. Les femmes de la Révolution, elles y sont très certainement. Et ici aussi, parce que... Ici, elles y sont. Il y a un type qui a pensé, il semble, Robespierre a proposé que les femmes votent. Ça a fait tellement rire l'Assemblée que c'est une assemblée de curés en plus pour quand même 25%. Mais l'idée que les femmes puissent avoir un vrai rôle est difficilement venue aux hommes. Ceci dit, ils n'ont rien écrit là-dessus, on n'a rien. Ah, on a des donc choses. on ne sait pas, Alors, parce qu'à si- Paris, il y a Théroigne de Méricourt qui dit si elles peuvent aller à l'échafaud, Oui, elles alors peuvent non, bien non, aller à on l'Assemblée. on sait quelques trucs et qui sont peu poussés. Est-ce qu'on a Il des y a, Nalixen Par ici? exemple, quand le département, donc l'administration du département, est passée aux révolutionnaires, il y a une délégation de 30 femmes qui est venue comme citoyennes, donc elles insistent sur le nom, apporter au département leur soutien. Elles veulent manifester qu'elles sont des citoyennes comme il y a des citoyens.
Ça, c'est sûr. On sait qu'ils ont participé à des... par exemple, pas à la bataille de Peyre-Stort, mais à la bataille qui a eu lieu Au avant. Il semble qu'elles aient renvoyé les hommes au combat. Ceci dit, c'est un vieux truc, hein, les femmes qui renvoient, les Gauloises qui renvoient les Gaulois au combat devant César. Donc on ne sait pas ce qu'il y a de vrai là-dedans. On sait qu'il y a eu une tentative, mais je n'ai vu l'aboutissement nulle part, mais il existe peut-être, des femmes, de faire une société populaire, c'est-à-dire l'embryon de parti politique en fait, des femmes. Ça a été délibéré par les hommes, ils ont dit oui, après on ne sait pas trop comment ce qui s'est passé, du moins on n'a pas de nouvelles en quelque sorte. Ça n'a pas laissé de pièces comme Lysistrata pour en témoigner. Il y a certainement un travail à faire qui est beaucoup plus lourd, que je n'ai pas fait, c'est un travail. Ouais. Il faut aller voir, j'en ai vu quelques-unes, hein, des pièces, il faut aller voir tous les jugements. C'est là que les femmes apparaissent. Les jugements ou quelquefois des scandales. Par exemple, je ne sais plus où c'est, je crois à Mosset, je crois, enfin dans un bled. Il y a une femme dont le frère vient d'avoir un enfant et qui lui dit « Viens, tu seras la marraine ». Elle arrive et le curé lui dit « Le curé de ton village là-bas, il est jureur, enfin c'est un curé qui a accepté la Révolution. Tu es donc excommunié par moi et tu ne pourras pas être la marraine de ton neveu. » Ben, elle va se plaindre là aux politiques. Donc ça, on voit apparaître des femmes comme ça. Mais ça demanderait un gros travail, un nouveau travail, un travail différent, qui se ferait surtout à partir de la justice, en fait. Parce que là, elle parle. Là, on parle, là, on fait venir, là, elle Donc, témoigne. éplucher les procès-verbaux, comme on Oui, dit. parce que autrement, on voit bien qu'elles sont là, on l'aperçoit. Par exemple, Lucia a une correspondance très très forte avec sa mère. Alors, Lucia, on parle pas de la rue, Ben, ni du prénom. Ah si, Si, la rue a son nom. Hein. Oui, non, mais je plaisante. Oui, mais la rue a son nom, mais... On dit bien, Je dis, Lucia, c'est pas Lucia, Lucette, quoi. Non, c'est Voilà, on parle de... C'est le... Disons, c'est le... Parce que l'un des Cassagne groupes- et Lucia sont bien géographiquement emboîtés, si j'ose dire. Oui, mais ils se détestent pas, mais ils sont pas très... Je dis pas ça parce qu'il y a un parking. Mais Lucia, c'est sans doute l'homme qui a fait la révolution dans le département. Voilà. Avec un ou deux autres qui sont pas du tout connus, beaucoup plus obscurs. Oui, tu as Enfin, des ils sont noms pas plus obscurs d'ailleurs. que tu les Alors, désobscurcisses. Il y a l'abbé Guité, par exemple, Fameux. qui est l'ancêtre de l'autre Guité. Mhm. Enfin, l'ancêtre, pas l'ancêtre direct, puisqu'il était abbé, et qu'il n'a pas fait d'enfant à cette époque. Après, je crois qu'il n'en a pas fait non Oui, plus. parce que Je d'habitude, crois les qu'il se abbés, soit ça ne les marié, gênait pas. Et c'était un curé très jeune, puisqu'il avait 27-28 ans pendant la Révolution, quand il était maire de Perpignan. Donc, car aussi, c'est un truc de jeune, hein, la Révolution. Oui. Il y a quelques vieux. Je veux comme dire, nous. nous, là, ça y est, c'est 40. fini pour nous. Hein. Non, 30-40, c'est ce que tu écris, non? C'est ça? Oui, Ouais. mais il y a quelques types de 20 ans, dont l'abbé Guité. À l'époque où il commence, il y a 20 ans, c'est plutôt 30-40, oui. Mais pas tous. Voilà, les femmes, c'est un sous-continent. Mais oui, qu'on connaît peu. C'est pas un incontinent parce qu'on les traiterait de pisseuses et ce serait mal vu. Donc, Évidemment, mais cette émission perd toute la dignité qu'on essaie de... c'est bien que tu te révoltes, Et- j'aime. Et cette émission devient ce que tu veux en faire, c'est-à-dire Un grand n'importe bordel. quoi, absolument. Bon, Mais c'est assumé. Il reste une Par- wiki d'ailleurs à se partager. Ouais, alors, on la filme. Ouais. L'ultime. Alors, maçon, On en parlera. alors, les femmes sous la commune et dans le coin. Alors, à Paris, si aujourd'hui on demande aux gens un peu militants ce qui reste de la commune, enfin, ce que leur évoque la commune, c'est une chanson, Le Temps des cerises, qui a été écrite avant la commune, à Paris, Ouais. par Jean-Baptiste Clément.
Certains vous diront que l'Internationale a été écrite par Eugène Pottier d'après la légende dans une cave de Paris. À l'époque où les francs-maçons étaient révolutionnaires, je veux dire. On en Eugène parlera Pottier a après. écrit l'Internationale, donc il reste ce chant aussi qui va devenir le chant mondialement connu du mouvement des ouvriers, mais des décennies plus tard, qui d'ailleurs au départ est composé pour être chanté sur l'air de la Marseillaise. C'est que bien plus tard qu'un dénommé De Guetter va prendre et va composer la musique et l'hymne qu'on connaît de l'Internationale. Et puis, donc il y a deux chants, le temps des cerises, l'Internationale, il y a un lieu de mémoire, le mur des fédérés, Père Lachaise, et surtout une figure emblématique qui est une figure féminine, Oui. Louise Michel, la grande Louise Michel. Est-ce que c'est celle qui est représentée en Marianne dans Delacroix ou ça n'a rien à voir? Non, Ah non, non, ça n'a rien, Non, rien mais à je voir. pose la Ah non, question. ça n'a rien à voir. Mais, C'est la révolution de 1830, Oui. que représente Delacroix. ça devait pas être- C'était un tableau critique, Mhm. alors qu'aujourd'hui, paradoxalement, c'est devenu le symbole, y compris dans le journal Marianne, qu'on parlait Ouais. de la République. C'était... Marianne, Ça, c'était un prétexte. Et- Marianne est un journal. Il y a encore médiocre. du républicain catalan là-dedans, excuse-moi, on fait une digression, Ouais. mais le bourgeois en haute forme Ouais. qui est sur la droite de Marianne, la légende dit que dans ce tableau, ce serait Étienne Arago. Ouais. C'est bien ce qu'écrit Muriel Toulotte dans sa biographie de... Un estagellois. Ben oui, et le fameux, il n'était pas timbré lui, mais qui est à l'origine du timbre-poste moderne, qui a donné son nom à la grande poste de Perpignan, et donc... Et qui a son nom sur la poste de Cheminville. de Chiminville, voilà. Voilà. Arago. Non, au Vietnam, hein, pour ceux qui ne sont pas nostalgiques. Donc, c'est déjà une figure féminine, pour en revenir à la commune. Et puis, Pas- il y a pas Arago. les femmes, non, pour en revenir à la commune, donc avec Ouais. Louise Michel, et les femmes prennent une part importante, mais en tant qu'ambulancières, certaines combattent aussi. En tout cas, elles sont, après l'échec de la commune, décriées par les anticommunards. Et puis, il y a certains auteurs qui sont, comme Maxime Ducamp, qui sont très durs, qui vont dire qu'on ne dira rien de leurs femelles aux communards, sous-entendu aux communards, par respect pour nos femmes à qui elles ressemblent quand elles sont mortes. Parce qu'elles avaient osé soutenir les hommes dans leur volonté d'accomplissement d'un temps nouveau qui était celui d'une république démocratique et sociale. Donc quelques Un figures ami comme de ça. Georges Sand, en pensant. Il n'a pas Quelques, été plus communard depuis ça. quelques donc, figures secondaires derrière la figure immense de Louise Michel. Je pense à André Léo. Je pense aussi à l'aristocrate Elisabeth Dimitriev, une aristocrate russe qui se retrouve à soutenir la commune. Elle entretenait une correspondance avec Marx. Il va y avoir Nathalie Lemel. Ce qui est intéressant chez André Léo et Nathalie Lemel, c'est qu'elles sont partie prenante très tôt, des années avant la commune, d'un mouvement d'association et de coopérative qui essaie de remettre en cause l'organisation patronale traditionnelle au sein des entreprises. Et c'est donc des militantes, mais qui vont servir surtout en tant qu'ambulancières au moment de la commune. Et les communards ne vont pas leur donner le droit de vote. Chose intéressante, pour terminer, c'est que la commune a reconnu le concubinage, puisque la compagne, donc bien avant la reconnaissance par la République bourgeoise ultérieurement, et ça c'est lié au fait qu'on voulait soutenir les épouses des gardes nationaux qui étaient morts au combat, pardon, les épouses, non, lapsus, Oui, les compagnes. les compagnes, Nos femmes et nos compagnes. au même titre que les épouses, Ouais. qui bénéficiaient donc d'une pension en cas de décès de leur mari, du moment qu'il était reconnu qu'elles vivaient avec le soldat décédé. Alors, on passe... Un mot sur les Pyrénées-Orientales. Oui, Il n'y a vas-y, rien, oui. en fait. Oui. Il n'y a rien. Ah, il n'y a Là, rien. on a Ah rien oui, poussé. c'est un mot, du coup. Sauf, Ah. mon article se termine le 4 septembre 1871, Mhm. au moment, là c'est pour l'anecdote, au moment du premier anniversaire de la révolution du 4 septembre qui a amené la Troisième République. Et à Trouillas, la garde nationale va interrompre une messe et va rentrer dans l'église de la commune et va imposer 7 jeunes filles déguisées, habillées en Marianne, voilà, pour faire une cérémonie en l'honneur de la République. Donc souvent,
les jeunes filles sont utilisées par les républicains comme icônes de la République, Ouais, elles sont comme utilisées, symbole, c'est pas- mais elles ne sont pas militantes comme à Paris, bien évidemment. D'accord. Alors, on va passer aux francs-maçons. On va commencer par toi, parce que non, pas parce que t'es franc-maçon ou pas. La question ou transgenre, la question n'est pas là. La question, c'est que bon, la révolution Certainement plus transgenre que franc-maçon. Enfin, il avoue. On le sait, la Révolution française a été puissamment appuyée, pas forcément organisée, mais en tout cas puissamment appuyée par la franc-maçonnerie, encore qu'il y avait des francs-maçons partout et donc justice nulle part, Alors, oui. des deux côtés. Question, camarades, ici, la franc-maçonnerie, à cette époque-là, est-ce qu'elle est vivace, etc. Elle est très vivace, elle est très militaire aussi. Ouais. Et on trouve des francs-maçons autant d'un côté que de l'autre. D'ailleurs, c'est vraiment pas une question très intéressante finalement, parce que il y a les francs-maçons fournissent des cadres aux royalistes Mhm. et ils fournissent aussi des cadres à la Révolution. Donc, alors, ce qu'il y a de vrai, par contre, c'est que les maçons qui sont devenus révolutionnaires, Mhm. eux, ils avaient des habitudes d'organisation, des habitudes de discussion, de hiérarchisation, de donner la parole, des trucs comme ça. Et Mhm. effectivement, ça a été Oui, la distribution de la parole dans les loges. ça a été un cadre. Une grille, ouais. Une grille, il y en avait d'autres, hein, mais ça a été un des cadres. Mais absolument pas. Il y a vraiment des maçons des deux côtés. Alors Lucia, par exemple, qui était maçon et qui était dans une loge plutôt aristocratique, a quitté la loge aristocratique pour aller dans une loge plus populaire, si j'ose dire. Encore Mhm. les loges n'ont jamais été très populaires à ce moment-là. Des trucs de bourges, mais ou d'aristocrates. Mais oui, ça a fourni des cadres organisationnels, mais ça n'a pas fourni de. Il y a eu des maçons des deux côtés. En fait, c'est pas. Alors après, oui, la noblesse, enfin une partie de la noblesse, et surtout du clergé, ont crié que la Révolution était un complot franc-maçon, mais Oui, le mais régime anglais est aussi un complot franc-maçon. peut-on faire confiance aux curés? Voilà. Mais En bon, tout cas, la pas les enfants de maçonnerie, cœur. Alors, il y a une très bonne historienne de la maçonnerie. Oui. Ah, Céline Salin. Oui. Voilà. Qu'on contactera pour une émission. Et qui a travaillé, justement, c'est d'elle que je tiens ce peu de savoir. Maçonnique, tu veux dire. Alors, on va le laisser parce qu'à mon avis, c'est pas évident pour lui ce genre de questions. Mais par ordre, la commune, alors, est-ce qu'il y a des francs-maçons? Oui, Ma réponse sera identique à celle de Michel. Ouais, franc-maçon La partout, franc-maçonnerie- justice nulle La part. franc-maçonnerie est très divisée, Ouais. notamment à Paris. Donc elle ne peut pas comploter, tu affirmes. Il n'y a pas... Non, mais il y a des francs-maçons des deux côtés. Oui, oui. Non, Du c'est dur de côté- comploter quand on est divisé. c'est ce que Du je veux côté versaillais, Ouais. anti-communard, et donc du côté communard. dire. Ouais. Et ici, le parti républicain dans les Pyrénées-Orientales aussi est divisé entre pro et anti-communard parmi les francs-maçons. Hmm. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé à Paris, et notamment il y a eu une majorité de loges parisiennes qui a décidé, après avoir tout fait pour concilier l'insurrection de Paris, la commune de Paris, avec le gouvernement de Versailles, voyant qu'il y avait manifestement un refus de Thiers, le chef du gouvernement, de vouloir négocier, a décidé symboliquement de défiler, chose assez rare, publiquement, avec leurs bannières. Mhm. Et ils sont allés les déposer sur les barricades, au-delà des Champs-Élysées, Mhm. en disant solennellement que pendant la trêve de quelques heures qu'ils avaient réussi à obtenir, si jamais une balle versaillaise venait à percer un de leurs emblèmes, ils rejoindraient la commune de Paris. Et Louise Michel, dans ses souvenirs, dit qu'elle est surprise de voir tous ces fantômes, ce sont ces termes, hein, ces personnes défiler pour soutenir donc la commune de Paris. Et voyant que les Versaillais, donc, dont certains généraux,
et dont des membres du gouvernement étaient eux-mêmes francs-maçons, hein, n'ont pas respecté la trêve voulue par les francs-maçons exclusivement parisiens. Ouais. Tu veux dire comme Allende et Pinochet? Oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Il y a un petit peu de ça. Mais des fois, être frère, c'est compliqué. Autant hein. de francs-maçons que d'hommes. Il y a des loges qui ont des tendances différentes, des obédiences aussi. Donc c'est des regroupements de loges. À l'époque, il y a 3 grandes obédiences, ou à moins, ou plus. Je ne suis pas spécialiste de mémoire, il y en a 2 à l'époque. Oui, le Grand Orient et... Oui, mais le Grand Orient est divisé, je vais y venir dans un instant. Même loge écossaise aussi. Oui, l'anglais, d'origine anglaise. Et il y a donc des communards... Arrête de t'interrompre, c'est insupportable. C'est chiant. Donc il y a des communards francs-maçons et des francs-maçons qui vont rejoindre la Commune de Paris, le combat, qui vont mourir les armes à la main et avec leur tenue maçonnique pour défendre la Commune de Paris. Mais c'est un mouvement parisien. Et dans le même temps, quelques semaines après la fin de la Commune, le grand maître de l'époque, Babot Laribière, va dénoncer la Commune de Paris. Ce qui est intéressant pour notre histoire locale, comme Zola, c'est que ceux qui n'auront pas été fusillés vont être déportés en Nouvelle-Calédonie. Et ils seront amnistiés des années plus tard, en 1879, et ils vont rentrer à Port-Ventoux. Et parmi eux, le franc-maçon qui, à Paris, en 1871, avait fait basculer la franc-maçonnerie parisienne du côté de la Commune de Paris, donc Thierry Fock va rentrer par Port-Ventoux. Et c'est pour ça qu'à Port-Ventoux, il y a des traces. Mais on y viendra, je dis pas que ultérieurement. Mais regardez l'obélisque, ça vous rappellera Luxor. Revenons à nos... Il a été fait sous Louis XVI. Hein. Oui, mais justement, mais l'obélisque, parce que l'obélisque. Et c'est... Alors... Tu changes de question pour moi. Hein. Non, mais est-ce que tu as vu des tabliers traîner sur les ronds-points? Titre de ton prochain roman, des tabliers sur les ronds-points. Non, là on est un peu hors sujet, surtout que rien du tout en fait. Mais au niveau de l'élection de Macron, tu sais, tous ces premiers temps là, avec ses levées et tout ce qui a pu être voir par la sphère complotiste au niveau des symboles maçonniques. La pyramide du Louvre, voilà, tout ça. Donc si vraiment les symboles ont été présents au niveau du moment des Gilets jaunes, c'est plutôt au niveau du camp ennemi, une espèce de fantasmagorie, mais ils n'ont pas fait l'objet de discussions à mon niveau, de rien du tout, puisque de toute façon les Gilets jaunes au niveau de tout ce qui était courroie, intellectuel, politique, spirituel, je ne sais pas, je ne me souviens plus, mais enfin on était quand même relativement lynchés, à part quelques voix isolées comme un certain député Picard ou quelques journalistes. Ruffin, ouais. Voilà, donc là on a vraiment une plèbe qui est seule et qui est vraiment lâchée en race campagne, enfin qui est soutenue dans les sondages assez massivement. Mais après, par toute cette frange qui, du coup, dans les épisodes communards et révolutionnaires, où on voit des avocats, où on voit des curés, où on voit des politiques, des nobles et tout ça, basculer du côté révolutionnaire, là, avec les Gilets jaunes, ce moment-là n'a absolument pas eu lieu. Donc, si on veut faire une comparaison, si tu veux, on met trois sportifs de saut en longueur. Donc là, mes camarades courent, sautent. Et on peut tous là... tu vois, isoler les différents moments du saut, juger de l'appel, s'il était bon ou non, la distance et tout ça. Pour les Gilets jaunes, enfin, il y a eu l'appel, mais de suite, le gars s'est fait flinguer. Donc, le moment a été trop court et trop brutalement réprimé pour qu'on puisse se lancer dans ce genre de prospective, à savoir est-ce qu'éventuellement on aurait pu déboucher sur quelque chose de plus massif, avec pourquoi pas une conjoncture franc-maçonne. Je sais pas, là je suis un peu sec. Non mais c'est pas grave, tu as répondu comme je m'attendais à ce que tu répondes, c'est parfait. On revient, on va faire la conclusion parce que y a encore des trucs à boire et on doit souhaiter Noël, tout ça. C'est quoi votre exorde aux futurs révolutionnaires de 1984 1984, oui. Tu parles d'Orwell, du bouquin d'Orwell? Oui, parce qu'elle n'a pas eu lieu, cette révolution de 1984. Il y a une révolution en 1984? Après 2020.
Alors, j'en connais un qui a saisi le truc, puisque il a partagé sur Facebook. C'est quoi ton exorde au révolutionnaire de 1984? Tu vas Je voir. réfléchis pendant ce temps. Alors, moi, c'est ta question, mais c'est... C'est pas ta réponse. Voilà, je réponds à ta question. Je crois que tout est résumé dans la petite pensée que propose Sébastien. Ouais. Alors, Au début- petite, tu enlèves, tu dis grande. Hein, non, au merci. début de son livre, mais qui est très profonde, c'est au Carmagnole d'hier, Ouais. au gilet d'aujourd'hui et au luciole, une faible lumière de Mm. demain. Voilà. Et je crois qu'il vaut mieux avoir pour reprendre le dicton chinois, une faible lumière Ouais. que maudire les ténèbres. D'accord. C'est beau. Oui, bon, ça me convient. Merci Michel d'être venu. Ben, Et si on te rajoute une rousquille, t'en dis plus ou pour une poignée de rousquilles non, de mais plus? alors, moi, je suis un historien, donc les leçons de l'histoire, ça n'existe pas. Hein, Tu crois pas Marx Mais Marx, il ne croyait pas aux leçons de l'histoire, il croyait à l'avenir. Il fait une démonstration comment ça C'est- marche pas ouais. et comment ça pourrait marcher autrement. Mais c'est pas... Les leçons de l'histoire, ça existe, bien sûr qu'il y a des situations Tu connais qui peuvent se ressembler, Ouais. qu'on peut utiliser, à partir desquelles on peut réfléchir. Mais c'est toujours dans l'instant, dans ce qu'on fait, qu'on réfléchit. Alors que Comme le démontre le camarade on Sébastien. est une pensée, oui, d'ailleurs, ça aura manqué un peu de pensée historienne, là, parce que, effectivement, c'est un mouvement qui a piétiné, dignement, mais piétiné, alors que les autres n'ont pas piétiné parce que ça a été. Enfin, ils ont piétiné d'ailleurs. Bon, La commune. c'est un grand piétinement, c'est mais infini. ils ont eu un moment où ils ont assumé l'État. Je ne veux pas dire qu'ils ont été l'État d'ailleurs, mais ils l'ont assumé. Et si tu veux, le problème, Gagner pour toi, c'est assumer l'État. tant qu'il y a un État, Oui. comme dit Marx, c'est très bien quand il n'y a plus d'État. Mais voilà. Et que si ça. La révolution qui est un échec, je le dis en passant, puisqu'on peut dire qu'à partir de 1795, on s'achemine vers l'Empire. Enfin, tout Il ce s'est qui va marqué faire dessus, c'est l'Empire se met Empire. en place. Le directoire met en place les cadres de l'Empire, et puis le mec vient, il les prend. Et Merci, il les au fait revoir, marcher. Sylvain. Le mec, Et- c'est Napoléon. Hein. Oui, mais pendant C'est pas Gérard Lambert. pendant 5 ans, il y a eu un sentiment. Il y a eu le sentiment que. Alors, il ne parle pas de peuple parce que. Enfin, il parle beaucoup du peuple, mais en fait, ce qu'ils ont réussi à construire, c'est la nation qui est une idée neuve et qui n'est plus une idée neuve. Hein. Mais à ce moment-là, c'est une idée neuve. Et ils ont construit une nation où, finalement, tout le monde avait une place. Et comme quand tout le monde a une place, ça veut dire que tout le monde participe d'une certaine façon. Ça n'a pas plu à tous ceux qui pensaient que ça marchait mieux quand on passe d'en haut vers le bas. Voilà. Les hiérarques. Comme dit une vieille histoire tchèque, qu'est-ce que c'est que le centralisme? Ils ajoutaient démocratique. C'est quand tu jettes un seau d'eau et qu'il remonte vers le haut. Merci Michel. Camarade, ta conclusion? On y revient donc à. Ouais. Vous voulez pas prendre la parole? Après. Après la post-conclusion. Donc on revient à 1984 à Orwell. Ouais. Tu sais qui tombe dans le domaine public à partir de 2021. Donc il y a une nouvelle traduction qui sort. Voilà, du coup c'est le scoop chez les éditions Agone. Et il y a tout un tas de déclinaisons, je crois, de BD, tout ça. Donc il va y avoir un nouveau moment orwellien. C'est traduttore et traitore, hein, attention. Ouais, non, là, on est plutôt sur la traduction que la trahison. Et non, ma conclusion, c'est qu'on est mal barré. Globalement, je pense qu'on est entre ce qu'on reçoit aujourd'hui, les fruits qu'on cueille de décennies d'individualisme forcené, de société consumériste pour sortir les grands mots, et de défaite de la gauche depuis X décennies. Là, les Gilets jaunes ont réactualisé une certaine idée de l'offensive sociale.
Mais on a vu avec quelle férocité quand même le pouvoir a réagi, comment Macron et sa bande ont tombé le masque. Du coup, ça calme quand même certaines ardeurs autour, y compris la mienne. Moi, j'ai eu vachement peur pendant certains moments. Un moment de procès, pas le tien en plus. Oui, mais des moments dans la rue, des moments de rond-point, quand tu vois un LBD braqué sur toi. Moi, j'ai vu un pote se prendre une balle à 10 cm des rousquilles pour rester. Oui, voilà, catalan. Voilà, quand tu vois ça, un gars qui faisait rien, qui était devant les Galeries Lafayette, la nuit tombée, il y avait un peu d'excitation, mais donc il y a de quoi, il n'y a rien qui pourrait pousser un certain optimisme. Et le seul message que je pourrais transmettre, c'est effectivement de renouer. Sans faire en sorte que l'histoire repasse les plats, mais avec certains schémas qui poussaient une certaine pensée universaliste. Parce qu'on voit bien comment ces pensées-là sont complètement piétinées aujourd'hui, parce qu'elles seraient le propos de l'homme blanc occidental. Oui, qui a des privilèges, toi, te le rappeler. On sait très bien que la Révolution française a aboli l'esclavage et tout, qu'il y a eu... Enfin, on sait très bien. Moi, je le sais, eux le savent. Les autres, apparemment, ils n'ont pas lu. Il y a eu la Révolution française que je découvre, moi, depuis quelques années, est un moment d'une richesse. Il faut voir l'engagement des gens, quoi. C'est hallucinant, quoi. Tout ce qu'ils ont pensé, des types comme Condorcet, Robespierre et tout, même s'ils étaient opposés, il y avait une puissance, il y avait une imagination politique qui était... Et les Gilets jaunes, en fait, ils ont fait un pas, mais derrière, en fait, toute cette classe intellectuelle, elle est restée un peu tétanisée, un peu en retrait, parce que... il y avait Bigard. Ouais, hélas. Donc, je pense que l'idée de renouer avec ce fil historique, ce que proposent les Gilets jaunes, en fait, en ressortant les guillotines et tout, je pense qu'elle est primordiale, c'est-à-dire de se réinscrire dans une conscience historique sur un temps long pour rechoquer un peu d'énergie et un peu de hauteur de vue. Voilà. Alors, la postface. La postface, cette fois-ci, c'est plus l'historien qui va parler, mais le programmateur de salle. Oui. Et donc, dès que le cinéma pourra rouvrir, il est bien évident qu'on va reprogrammer le film documentaire sur les violences policières pendant la crise des Gilets jaunes qui s'appelle Un pays qui se tient sage. Et Sébastien est le bienvenu pour venir présenter son ouvrage à l'occasion d'une projection débat qui pourrait être des plus fructueuses. Et avec Michel, il est d'ores et déjà prévu sous l'égide des Amis du Vieux Canet. Donc c'est une association du très vieux Canet patrimoniale, mais locale. Du très vieux, pas encore Canet, mais ça va pas tarder. Également au Clap-Ciné de Port-le-Cat, ouais, dans les mois qui viennent, avec l'association Le 4 Culture. Une présentation donc de son ouvrage avec une signature et qui précédera une présentation faite par Michel du film de Pierre Scholler qui s'appelle Un peuple et son roi, qui a été très peu vu et qui parle des débuts de la Révolution. Je voudrais saluer Michel, d'autant plus que j'ai plus rien à gagner à le faire. Ouais. Non, c'est pas lui qui fera son directeur de thèse. Donc. Par rapport à son ouvrage, puisque comme tout bon ouvrage d'historien, il y a les sources bien sûr, la bibliographie, mais chose très novatrice, il y a une filmographie à la fin. Voilà. Et on reconnaît bien là l'historien du cinéma et le président de l'Institut Jean Vigo. Je sais qu'il a été inspiré par mon mémoire. Et c'est surtout très surprenant. Donc comme quoi, c'était pas ceci dit, pour être hérétique de faire... Je termine juste ma phrase, c'est pas d'être hérétique, de faire... C'est ton enterrement, t'es gentil, tu te tais. Non, c'est pas ça, de faire ce débat culturel dans le hall d'un cinéma. Voilà. Ceci dit, pour être juste, c'est mon éditrice qui m'a dit, puisque tu connais le cinéma, tu pourrais faire une filmographie. C'est dommage que tu n'aies pas fait les jeux vidéo avec, tu sais... Assassin's Creed. Ouais, voilà, Assassin's Creed de Révolution. Mais j'ai fait la critique du bouquin de défense de ce... Parce que ça a été attaqué par... Parce que, voilà, il y a une polémique. Messieurs, merci aux vieux Chinois. Merci à toi. Merci à Sébastien Navarro. Merci à Michel Cadet. Merci à Jérôme Coretti. Merci, monsieur Chinois de la Guadeloupe. À la prochaine, dont nous déterminerons... non, les Chinois n'ont pas de nom, tu devrais le savoir. Dont nous déterminerons le sujet bientôt. Merci à tous.